Gracias, buenos días a todas y todos. Quiero agradecer al Congreso Futuro y Chile por la invitación. Estoy muy contento de estar de nuevo en Chile, pero todavía no hablo español. On m'a dit que je pouvais parler en français, et la question c'est l'environnement, est-ce que c'est important? Et j'ai mis un point d'interrogation, un point d'exclamation et des points de suspension. Ça veut dire que la phrase, on peut la prononcer de différentes manières, s'interroger, s'exclamer, oui, c'est vraiment très important, ou au contraire, être dans le doute et se demander si c'est important. La question, c'est est-ce que nous sommes entrés dans l'Anthropocène? Est-ce qu'il y a des pressions sur la planète? Il y a le déclin de pas mal de populations sauvages, en nombre. Par exemple, les oiseaux sauvages, on en comptait 200 milliards en 1997. Ils ne sont plus que 40 milliards aujourd'hui. Donc il y a une grosse chute de ces oiseaux. Et si on regarde la biomasse, le poids de la vie sur Terre, les scientifiques ont regardé combien pesait la vie sur Terre. Je vais peut-être laisser rentrer les personnes qui arrivent et prendre 30 secondes pour qu'elles s'installent. Please sit down. I will. Vamos a pedirles, por favor, pueden sentarse para poder continuar con la charla del doctor Bruno David. Disculpe la interrupción, No, profesor. don't worry, but it's a lot of people, so I prefer maybe to wait so that they can sit down. Thank you. Por favor, adelante, ahora sí. So je parlais du déclin des populations sauvages en nombre avec les oiseaux sauvages. 200 milliards il y a une trentaine d'années, 40 milliards aujourd'hui. Si on regarde la biomasse, c'est-à-dire qu'on regarde combien pèse la vie sur Terre pèse au total 550 milliards de tonnes, ce qui est énorme. Et si on regarde les mammifères de manière plus précise, mais on s'aperçoit que tous les mammifères sauvages réunis, les éléphants, les rhinocéros, les baleines, pèsent seulement 1/15 de nos mammifères domestiques. Et ça montre bien à quel point nous exerçons des pressions importantes sur cette vie sur Terre. L'IPBES, qui est l'équivalent de l'IPCC pour la biodiversité, donc l'équivalent de ce qu'est l'IPCC pour le climat, nous disait en 2019 qu'il pourrait y avoir entre 500 000 et 1 million d'espèces qui pourraient disparaître dans les décennies qui viennent, simplement dû à des déclins d'abondance de beaucoup d'espèces, que ce soit des fleurs, des insectes, des oiseaux ou des petits mammifères. Donc à partir de ce constat que beaucoup d'entre nous connaissent, comment peut-on réagir? Est-ce qu'on continue avec du business as usual ou est-ce qu'on fait un drastic change, un changement drastique de comportement? Et la question que je me suis posée, c'est après les COP 27 en Égypte sur le climat et la COP 15 à Montréal sur la biodiversité, est-ce que ces COP ont été des success stories ou finalement des échecs? La réponse, c'est qu'au moment de ces COP, il y a eu beaucoup de presse, là j'ai mis des titres de journaux français, qui ont fait beaucoup d'articles sur les sujets du climat ou de la biodiversité. Donc on peut dire que ça a été un grand succès. Sauf que ce succès a été de très courte durée, ça a été ce qu'on appelle un feu de paille, et que rapidement, on est passé à d'autres sujets, notamment la finale entre la France et l'Argentine. La France a perdu, je le regrette, mais je suis content pour l'Amérique du Sud. Donc ça a été remplacé par autre chose, ce qui fait que ça n'a pas eu un impact aussi important que ça aurait pu avoir. Ensuite, qu'est-ce qui serait passé si les COP n'existaient pas? Est-ce qu'il faut être pessimiste ou optimiste? Ça serait pire, bien sûr, si les COP n'existaient pas. Et donc, il faut être relativement optimiste. Les résultats ne sont peut-être pas tous les résultats qu'on aurait pu attendre, mais néanmoins, il y a des résultats intéressants avec ces COP. Alors, dans ce contexte, est-ce que finalement, on ne serait pas aussi un petit peu paradoxaux? Nous faisons face à un problème environnemental majeur
et en même temps, on développe une amnésie, une double amnésie en regard de ce qu'est le monde naturel. Cette amnésie est une amnésie environnementale. On refuse de voir la situation dans sa réalité. On considère qu'elle est sous contrôle, ce qui est faux. Et puis, c'est une amnésie culturelle, c'est-à-dire que si je me promène dans la rue et que je demande à des Français quelle est la différence entre ces oiseaux, qui sont ces oiseaux, la plupart des gens seront incapables de donner un nom à ces oiseaux, alors que mon grand-père, qui n'avait pas fait d'études, était capable de le faire. Pareil entre les feuilles de ces deux arbres. Donc, il y a cette amnésie. Et de plus, on se considère comme étant très fort, comme étant vraiment une super espèce avec une formidable technologie. Mais est-ce que c'est si vrai que cela? Si on regarde nos capacités adaptatives en tolérance de température et d'humidité, et qu'on prend quelqu'un de jeune et en bonne santé, qui ne fume pas, on s'aperçoit que si la température augmente et que l'humidité augmente, on passe de la zone verte dans la zone rouge, c'est-à-dire qu'on passe d'une zone où on peut compenser physiologiquement le stress à une zone où il n'est plus possible de compenser le stress. Alors bien sûr, ces personnes-là ne vont pas mourir tout de suite, mais ça veut dire que leur espérance de vie pourrait être réduite si ça dure trop longtemps. Et on voit qu'à 42 degrés, s'il fait 60% d'humidité, quelqu'un de jeune et en bonne santé ne compense pas physiologiquement déjà ce stress-là. Et puis, qui sommes-nous? Nous sommes dans ce monde vivant absolument énorme où il y a des bactéries, où il y a en orange des formes unicellulaires qui ressemblent à des bactéries, où il y a des eucaryotes avec beaucoup de formes unicellulaires également en bleu, et puis on a en rouge les plantes, les champignons, les animaux. Et nous sommes un tout petit point sur les animaux parmi toute cette immensité. On devrait être un petit peu plus modeste quand on constate cela et avoir un petit peu moins d'arrogance en tant qu'homo sapiens. Alors maintenant, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est d'abord aller au-delà des limites, changer nos limites et réfléchir à d'autres limites de temps et d'espace. De temps, ça veut dire imaginer un futur souhaitable. Et le temps des politiques, le temps de notre vie, n'est pas le temps de l'écologie, n'est pas le temps de l'évolution. Il faut arriver à penser sur des échelles de temps qui ne sont pas forcément les nôtres. Il faut aller au-delà de notre temps du quotidien et bien sûr très au-delà du temps des politiques et même encore pire, du temps des financiers qui se mesure plutôt en fractions de secondes. Il faut casser aussi des limites en termes de territoire. On présente souvent les choses en disant qu'il y a des territoires à protéger et dans la COP 15 à Montréal, on a dit on va protéger 30% des océans et 30% des continents, c'est le 30-30 de la COP 15, et puis ailleurs, on peut faire ce qu'on veut. Et on met une séparation, on met un mur entre ces deux espaces, ces deux catégories d'espaces. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Bien sûr, il faut avoir des zones à protéger, mais en même temps, il faut changer de comportement dans ce que j'appellerais des zones à détruire. Non, ce ne sont pas des zones à détruire. Il faut qu'on applique ce qu'on appelle des changements transformateurs dans ces zones, qui sont des zones de grandes zones agricoles, des grandes villes, des grandes métropoles, comme Santiago, Paris, Berlin, Londres ou New York, ou qui sont des littoraux sous pression anthropique extrêmement forte. Donc il faut qu'on arrête de mettre des frontières et il faut qu'on apprenne à coexister, pas forcément à cohabiter, mais à coexister avec le vivant dans des zones qui ne seraient pas des zones protégées. Bien sûr, il faut aussi des zones protégées. Et puis nous devons nous enraciner en nature, nous devons nous penser nous-mêmes au sein de la biodiversité. Nous sommes une espèce parmi beaucoup d'autres espèces, en interaction avec toutes ces autres espèces. Nous avons beaucoup de bactéries dans notre tube digestif, sur notre peau, et en fait, nous avons même plus de bactéries que de cellules. Donc, quand je regarde quelqu'un dans la salle, est-ce que je regarde un être humain ou est-ce que je regarde des bactéries? Je regarde bien sûr un être humain, mais dans ses interactions avec le reste du vivant. Il faut arriver à se repenser dans cette biodiversité, et pas à se croire à côté ou supérieur. Donc le challenge, il est double, il est à la fois environnemental et social. Comment est-ce qu'on rend compatible la préservation de l'environnement avec notre vie en société, à la fois préserver les ours blancs et avoir une acceptabilité sociale des mesures qu'il conviendra de prendre. Et le temps est revenu de penser à l'histoire naturelle. À différents moments de l'histoire des sociétés, l'histoire naturelle a été très formatrice. Elle a aidé les citoyens et les sociétés à se penser elles-mêmes sur la Terre. C'est valable au siècle des Lumières. J'ai mis une image de Buffon, donc on est au XVIIIe siècle en France,
au moment juste avant la Révolution française. J'ai mis une image de Goethe en Allemagne avec la Naturphilosophie allemande, ou une image de Darwin en Angleterre. Et à ce moment-là, l'histoire naturelle aidait les citoyens, aidait les sociétés à se penser eux-mêmes sur la Terre. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, alors que paradoxalement, on a une crise environnementale devant nous et que justement, on devrait mieux s'appuyer sur l'histoire naturelle. Alors là-dessus, comme je préside un grand muséum d'histoire naturelle en France, je me suis posé la question de quel pourrait être le rôle des musées d'histoire naturelle. Alors attention, les musées d'histoire naturelle ne vont pas sauver le monde. Il ne faut pas compter trop là-dessus. C'est nous qui devons éventuellement essayer de le sauver, mais ce n'est pas les musées d'histoire naturelle. Par contre, ils peuvent aider à travers la construction de la connaissance, à travers la diffusion de la connaissance scientifique, et puis en étant engagés dans la société et avec la société. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus nouveau pour un musée d'histoire naturelle, c'est vraiment de s'engager et d'être présent dans la société, d'aider la société à se construire aussi elle-même intellectuellement. Alors comment faire? Comment fait-on à Paris? Je vais vous donner l'exemple du Musée national d'histoire naturelle en France. Mais nous publions des petits livres qui sont des manifestes sur des questions sociales qu'on éclaire avec la science. On en a déjà publié 6, et par exemple, on a publié un manifeste sur l'histoire naturelle de la violence. On vient de publier un manifeste sur les origines du genre. On a publié un manifeste sur les migrations. On en a un sur les limites. Quelles sont nos limites? Quelles sont les limites de la planète? Etc. Et à chaque fois, on essaye de prendre un peu de recul. C'est-à-dire que je demande à des scientifiques de différentes disciplines, des philosophes, des sociologues, des naturalistes, des anthropologues, de réfléchir ensemble pour préparer un court texte qui peut se lire en une demi-heure sur ce sujet en prenant du recul. Un exemple, pour l'histoire naturelle de la violence, nous avons été voir s'il y avait des animaux qui étaient violents. Et on a pu constater, par exemple, que les marmottes, qui sont si mignonnes, sont des serial killers, sont vraiment des bêtes épouvantables qui vont tuer d'autres marmottes et qui vont faire la guerre à d'autres marmottes. Alors méfiez-vous des marmottes. Donc vous voyez, on prend ce recul. Un autre outil qu'on a développé, ce sont des tribunes où on rassemble dans un amphithéâtre comme celui-ci du public et on fait des jeux avec le public pour essayer de voir, l'amener à réfléchir sur certains sujets. Par exemple, on a fait une tribune sur les plastiques et on a demandé aux gens de sortir de leurs poches et de leurs sacs tous les objets en plastique qu'ils avaient et de les amener à réfléchir en faisant 2 tas, ceux qui étaient indispensables, ceux qui n'étaient pas indispensables, et s'il fallait n'en garder qu'un, lequel garder. Donc on essaye de faire ce genre de choses. On fait bien sûr de la science citoyenne, la citizen science, c'est-à-dire qu'on va embarquer des citoyens dans des démarches scientifiques pour des observations, y compris des enfants. On a des programmes de sciences citoyennes, de sciences participatives pour les écoles et pour les enfants. Et puis, on essaye d'enseigner tout ça aux politiques, donc y compris au président de la République en France, où on est demandé, et le muséum a été sollicité par le ministère qui s'occupe de la fonction publique pour former 25 000 fonctionnaires. Et si je n'avais pas été au Chili cette semaine, et j'ai répondu présent au Chili, j'aurais dû être à l'Élysée pour former à la biodiversité les conseillers du président de la République. Je n'ai pas hésité une seconde, je suis venu au Chili. Vous voyez? Alors, quelles sont les lignes d'action que pourrait développer un muséum au XXIe siècle? Nous sommes face à différents challenges, différents défis. Nous avons ce défi environnemental, nous avons un défi culturel qui est que, globalement, on ne connaît pas le monde qui nous entoure. On a oublié l'observation, on a oublié ce qu'était le monde qui nous entourait. Et puis on a un défi éthique qui est le partage des richesses qui sont sur la planète, le partage de l'accès à différentes ressources indispensables. On peut penser à l'eau, par exemple, mais bien d'autres ressources, des ressources alimentaires. Donc nous avons ces défis, le muséum essaye de répondre à ces défis. Au-delà de ça, il faut qu'on soit capable de parler de science à un public qui est souvent ignorant de la science. On a eu Gérald Bronner ce matin qui nous a expliqué à quel point la quantité d'informations et l'espace cerveau disponible étaient vraiment 2 bonnes nouvelles, mais qu'en même temps, on avait perdu l'esprit critique et on n'avait pas suffisamment d'esprit critique par rapport à ce qui nous était proposé.
Mais c'est pareil pour l'histoire naturelle. Il faut réintroduire de l'histoire naturelle, il faut apprendre à parler de science à un public qui a oublié la science. Et puis, il faut être en capacité de répondre aux questions que se pose la société. Et on a entendu des jeunes qui nous disent leur inquiétude sur l'avenir de la planète. Et c'est à ça qu'on doit répondre. Et un grand musée se doit de répondre à ça aussi, à travers différents outils, à travers ses expositions, ses galeries, ses jardins, bien sûr, mais également à travers les outils que je vous ai présentés, les manifestes, les tribunes, énormément de podcasts. On fait des podcasts pour enfants, par exemple, pour des petits-enfants, qui s'appellent Bestioles, petit animal, et on a eu plus de 6 millions de téléchargements en France pour les enfants. 6 millions de téléchargements à travers ça, où on raconte des histoires de petits animaux à des enfants, mais des histoires scientifiques, pas des histoires totalement imaginaires. Et puis la dernière chose que je souhaitais vous dire, c'est que mon slogan pour le muséum, ça c'est « émerveiller pour instruire ». C'est-à-dire que je considère que l'histoire naturelle est très belle, qu'elle peut facilement émerveiller, et que derrière ça, un musée ne doit jamais oublier qu'il est là pour instruire, que les gens viennent dans un musée avec un grand plaisir, on a des belles choses à montrer. C'est très important de montrer des objets réels, parce que cette réalité suscite une émotion, et que derrière cette émotion, elle est fixatrice de mémoire, on peut mieux mémoriser les choses. Et donc, ce slogan, c'est « émerveiller pour instruire ». Merci.